précédemment dans Robots géants et petites culottes. Oui, me direz-vous, mais Actarus, le prince de Fort, n'est pas un enfant. Effectivement, il n'en est pas un. Mais vous verrez au prochain épisode qu'il y a encore plus important que les robots pour parler aux enfants d'alors. Effectivement, si tous les personnages de dessins animés d'alors ne sont pas forcément des enfants, ni même des pilotes de robots géants, il y a un élément moins évident qui lie beaucoup d'entre eux. Pour bon nombre, ils sont orphelins, et les exemples ne manquent pas. Princesse Sarah, mignonne petite fille. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie lactée. Les chevaliers du Zodiac. On peut alors s'interroger sur la raison de la récurrence de ce thème et se demander pourquoi et comment il a participé au succès de cette vague animée. Après la guerre du Pacifique, les Japonais découvrent qu'on leur a menti sur leur supposée supériorité militaire et in fine sur la destruction de leur empire. La génération post-défaite ne fait alors plus confiance aux aînés et doit se réinventer. Entre les visions d'horreur des attaques atomiques, la honte de la défaite, l'entrée dans la modernité et l'ouverture à l'occupant américain, cette nouvelle génération est marquée par de nombreux traumatismes. À plus d'un titre, le Japon devient un pays orphelin de son passé et il devient obsédé par le besoin de grandir au niveau des grandes nations. Les objectifs étaient alors multiples: retrouver un sentiment de filiation, d'appartenance, grandir, devenir adulte, fort et indépendant. Le Japon se cherche une voie, une identité nouvelle. La génération des auteurs de manga des années 60 et 70 a connu, enfant, le Japon affamé et chaotique. Le discrédit retombé sur les aînés était total, car ils avaient dans l'ensemble soutenu les militaristes. Mais à présent, on découvrait que l'empereur n'était pas un dieu et que les adultes avaient menti. Toute une vague d'artistes a alors commencé à revisiter les enseignements parentaux qui avaient jugé que certains sujets comme la guerre ne concernaient pas les enfants. Cette nouvelle vague créatrice laissa alors de côté l'angélisme, parlant ainsi aux enfants de choses sérieuses en usant de métaphores et d'allégories. Cela amène au concept de guerrier de la paix, incarné entre autres par Albator. Dans la mythologie du créateur de la série, Leiji Matsumoto, un vaisseau, le Yamato, donnera son nom à toute une saga pré-Albator. Uchu Senkan Yamato, littéralement le cuirassé de l'espace Yamato. Dans cette épopée animée, le vaisseau imaginaire est construit à partir de l'épave d'un cuirassé éponyme de la Seconde Guerre mondiale, mais paradoxalement, il n'est pas là pour semer la mort et la destruction. Tout cela est inédit pour les enfants d'alors, à qui on ne parlait pas de la guerre, encore moins dans les dessins animés, ou alors sous une forme très moralisatrice. Autre exemple avec Goldorak, où on voit que les figures ennemies sont loin de celles, en général manichéennes, des dessins animés américains. Ici, les antagonistes sont des individus à part entière, parfois en désaccord entre eux, et cela projette donc un discours radicalement nouveau à destination des jeunes. Dargos, tu es responsable de cette effusion de sang. Bien sûr, c'est toujours moi qui trinque. La mise en scène de l'orphelin n'est alors pas anecdotique. Sans parents, sans repères, sans guide, il doit affronter la vie et grandir plus vite que prévu pour y faire face. Le héros de ces animés ne peut pas compter sur les adultes, même quand ils sont présents, ceux-ci pouvant se montrer fourbes ou mal intentionnés. Candy, Heidi, Rémi, Actarus, Sangoku, tous sont des orphelins d'une façon ou d'une autre. C'était inconcevable dans les dessins animés européens où il y avait toujours des figures parentales. Dans les dessins animés japonais d'alors, ces entités parentales sont soit manquantes, soit très ambiguës. C'est Vitalis, dans Rémi sans famille, qui l'achète à ses parents adoptifs et le lance sur les routes.
c'est Mendez, l'adulte qui accompagne l'orphelin Esteban dans les cités d'or, tandis qu'on ne sait pas vraiment s'il le protège ou s'il se sert de lui. Ici, l'orphelin doit trouver sa propre voie. Suivant un parcours initiatique, il va traverser des épreuves dont il sortira grandi, et cela donnera un sens à son existence. En résumé, l'une des nouveautés apportées par ces animés venus du pays du soleil levant, c'est le fait qu'inconsciemment, il soufflait un message aux enfants. Comptez d'abord sur vous. Il faut faire preuve d'astuce, de ténacité, mais on peut s'en sortir. Il se mettait au niveau des jeunes téléspectateurs sans forcément les abrutir par un angélisme mièvre et niais. Il les rassurait sur leur capacité à affronter la vie. On était alors aux antipodes d'un certain nounours. Ainsi, dans de nombreux animés de cette période, les histoires furent conçues pour des Japonais d'une société qui se cherchait, parlant alors bien mieux aux enfants de l'angoisse du monde à venir, et ceci allait également résonner aux oreilles des petits Européens. Ils ne délivraient pas une morale stricte et passéiste, mais un message positif. C'est dur, mais bats-toi et tu y arriveras. Tout ça c'est très bien, me direz-vous, mais tous les animés de l'époque ne mettaient pas forcément en scène des robots géants ou des orphelins. Alors, n'y a-t-il pas d'autres raisons qui expliquent le succès de ces animés? Bien sûr que si, mais pour en savoir plus, il faudra être au rendez-vous du prochain épisode.